Alors, la définition donc d'une dépréciation tout d'abord. Alors, une dépréciation, ça représente en fait la constatation comptable d'une diminution de la valeur d'un élément d'actif. Alors, un élément d'actif immobilisé ou circulant. Cette diminution étant précise quant à sa nature, mais incertaine quant à sa réalisation, et que des événements survenus ou en cours rendent prévisible. Ça, c'est la définition officielle. D'une façon simple, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'une dépréciation constate la diminution provisoire et non certaine d'un élément d'actif, que ce soit un actif immobilisé ou un actif circulant. Ça, c'est la définition d'une dépréciation. Donc vous voyez, dépréciation, ça va concerner des diminutions provisoires d'éléments d'actifs. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une provision? Alors, une provision, c'est un élément qui permet de couvrir des risques et charges que des événements survenus ou en cours rendent probables, nettement précisés quant à leur objet, mais dont la réalisation est incertaine. Alors vous allez me dire, on dirait presque la même chose. Pas tout à fait. Je répète, les dépréciations, ça concerne une diminution de la valeur d'un élément d'actif, immobilisé ou circulant, d'accord, une diminution provisoire, tandis qu'une provision, qu'est-ce que ça va donner? Une provision, ça va représenter une augmentation probable d'un élément de passif exigible, ce qui n'est pas du tout la même chose intellectuellement et juridiquement. Alors, pour ceux qui avaient déjà fait de la compta, ça aussi je vous l'ai déjà dit, mais je préfère vous le répéter, c'est que auparavant, on employait indifféremment le terme dépréciation, provision, ou plus exactement, on pouvait employer le terme provision aussi bien à l'actif qu'au passif. D'accord? Avant, à l'actif, vous savez, il y a 3 colonnes, il y a bien la colonne brute, et à côté, il y avait la colonne amortissement, provision et le net. D'accord? On parlait donc de provision de l'actif. Et au passif, d'accord, les capitaux propres, et puis après, vous vous souvenez, les provisions pour risques et charges, par exemple. Donc on employait deux fois le mot provision. Maintenant, ça a changé. Tout ce qui concerne les diminutions provisoires d'un élément d'actif, ça ne s'appelle plus une provision, ça s'appelle une dépréciation. Ceci dit, rien n'a changé au niveau philosophique, c'est juste le nom qui a changé. Autre petite remarque, je parle essentiellement des dépréciations donc d'un actif. Donc c'est une diminution provisoire d'un élément d'actif. Rappelez-vous que les amortissements, eux, c'est différent, puisque les amortissements constatent une dépréciation, entre guillemets, définitive, ce qui n'est pas tout à fait. Quel est le mécanisme comptable des dépréciations et des provisions? Alors, les dépréciations et les provisions, n'ayant pas par définition un caractère définitif, sinon ça ne s'appellerait pas des dépréciations et des provisions, elles doivent être ajustées à chaque inventaire, et ça, ce que je viens de dire, on doit ajuster les dépréciations et les provisions à chaque inventaire, et ça, quelle que soit la nature de la dépréciation et ou de la provision. Donc, à chaque inventaire, on peut faire quoi concernant les dépréciations et les provisions qui pouvaient exister l'année dernière, d'accord? Donc, à l'inventaire, on peut soit augmenter des dépréciations ou provisions qui existaient déjà, soit créer de nouvelles dépréciations ou provisions parce qu'il n'en existait pas et que maintenant il doit y en avoir, soit diminuer en partie des provisions ou des dépréciations qui existaient antérieurement. C'est ce que on peut, il reste encore une solution, pardon, solder, bien sûr, ou supprimer d'anciennes dépréciations ou provisions qui ont été antérieurement comptabilisées. Donc, comprenez, d'une façon simple, vous allez voir, ça veut dire qu'à chaque inventaire, je vais étudier chaque élément de l'actif, immobilisé, circulant. Je vais étudier des éléments du passif et je vais dire, par exemple, pour l'actif, exemple pour les titres, d'accord? Les titres comptablement valent tant, puisqu'ils sont enregistrés au prix auquel je les ai achetés, vous êtes d'accord? À l'inventaire, là, ils valent tant,
maintenant. Si la valeur du titre, par exemple, est supérieure à son prix d'achat, je n'ai pas le droit d'enregistrer la plus-value potentielle, vous vous souvenez? En revanche, si la valeur du titre est inférieure à son prix d'achat, la différence entre les deux doit être constatée par une dépréciation. C'est bien clair pour tout le monde? Et la question, vous verrez, on fera un petit tableau, une petite synthèse, la question qu'on se pose, c'est, d'accord, mais est-ce qu'il existait déjà des dépréciations l'année dernière sur ce titre-là? Il n'y a pas 50 solutions, c'est oui ou c'est non. Si c'est non, ben, je constate des dépréciations, vous êtes d'accord? Il n'y en avait pas, il en faut cette année, ben, je crée des dépréciations spécifiques à ce titre. Deuxième possibilité, il en existait déjà. Très bien. Et là, je dois faire un test. Il en existait déjà des dépréciations sur ce titre, mais ce qui existait, est-ce que c'est inférieur ou est-ce que c'est supérieur à ce que je dois avoir cette année? Si ce qui existait comme dépréciation sur ces titres-là, c'est inférieur à ce qu'il doit y avoir, ben je vais augmenter la dépréciation. Si ce qui existait comme dépréciation est supérieur à ce qu'il doit y avoir cette année, je vais diminuer la dépréciation. Ça va vous. Ça veut dire, je suis en train de vous dire que tous les ans, on doit ajuster la dépréciation. Vous remarquerez qu'avec les amortissements, ça ne se passe pas comme ça. Oui, avec les amortissements, on peut faire des tests, mais ça ne se passe pas de la même façon. D'accord? De toute façon, on le verra en long, en large et en travers, évidemment, avec des exercices. Donc, une petite remarque concernant le vocabulaire pour les dépréciations et ou les provisions. Lorsqu'on augmente une dépréciation et ou une provision, ou lorsqu'on les crée, je répète, lorsqu'on augmente une dépréciation ou une provision, ou alors lorsqu'on les crée, on dit que l'on fait une dotation aux dépréciations ou une dotation aux provisions. Et lorsqu'on diminue une dépréciation ou une provision, ou lorsqu'on les solde, c'est-à-dire qu'on les supprime, on dit que l'on fait une reprise sur dépréciation ou sur provision. C'est d'accord? Donc, nous rentrons dans les définitions et principes généraux. Tout d'abord, la notion d'actif amortissable. Qu'est-ce qu'un actif amortissable? Ben là encore, c'est le plan comptable général qui va nous aider en nous disant qu'un actif amortissable est un actif dont l'utilisation par l'entité est déterminable. C'est-à-dire quand on peut donner à l'actif une durée d'utilisation. Là, il est identifié. Bien. Donc, il faut que ce soit déterminable. En complément, nous pouvons dire que l'utilisation d'un actif est déterminable quand l'usage attendu de cet actif est limité dans le temps, quelle que soit la cause, que ce soit une usure physique, que ce soit l'évolution technique qu'on appelle habituellement l'obsolescence, que ce soit encore une règle juridique, et j'en citerai une qui est très connue. Quand on amortit, on n'est pas dans le corporel, mais ça ne fait rien, c'est le même principe. La durée d'amortissement d'un brevet est liée à sa durée de protection juridique. Une fois que le brevet est déposé à l'Institut national, on ne peut pas l'amortir au-delà de sa protection juridique. Pourquoi? Parce qu'après, il tombe dans le domaine public et tout le monde peut l'utiliser. Je ne vois pas pourquoi on l'achèterait à l'entreprise, puisqu'il est libre. D'accord? Alors, on amortit un brevet sur quelle durée? Soit la durée la plus courte, soit celle de sa protection juridique légale, soit celle de l'utilisation par l'entreprise. Et voyez, donc il y a des règles juridiques qui font que la durée d'amortissement, eh bien, on l'identifie par la durée d'amortissement qui est précisée par certains textes. L'on en déduit que si l'utilisation de l'actif est indéterminable, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à donner une échéance à ce que l'actif procure comme avantage économique attendu à l'entreprise, l'actif n'est pas amortissable. C'est le cas du terrain. Le terrain qui est très utile pour l'entreprise, terrain d'exploitation bien sûr, il sera là sans arrêt, il rendra des services sans arrêt. Et le terrain ne s'use pas physiquement, donc le terrain n'est pas amortissable, bien entendu. Alors qu'une immobilisation, quelle qu'elle soit, elle s'use physiquement, d'accord? Donc,
déterminable, c'est très important. L'utilisation doit être déterminable. Si on n'arrive pas à mettre une échéance sur l'utilisation, on ne peut pas amortir, bien entendu. Donc, l'utilisation du bien peut se mesurer de différentes façons, l'utilisation du bien. Mais c'est, depuis 2005, cette notion de consommation des avantages économiques attendus de l'actif que l'on retient. Bon, on va dire l'utilité pour l'entreprise, bien sûr. Tant qu'il est utile pour l'entreprise et qu'il fait rentrer des flux financiers, ben, c'est normal qu'on le dise utilisable et donc qu'on puisse bâtir un plan d'amortissement, quoi. Donc, parce que vous savez que cette consommation d'avantages économiques, eh bien, on peut la mesurer sur différents critères, chose qui n'était pas possible avant. Maintenant, on sait très bien qu'il peut y avoir des unités de temps, des unités d'œuvre, des nombres de pièces produites, des kilomètres effectués, etc. On peut faire à peu près maintenant, on peut prendre en compte ce qui est le mieux adapté pour l'entreprise. Donc, remarquons tout de suite que l'utilisation maintenant, enfin quand je dis maintenant, c'est depuis 2005, on référence toujours ce 2005, eh bien se réfère à l'entreprise. Donc on adapte par rapport à l'entreprise. Alors qu'avant, on se servait, pour tous ces problèmes d'amortissement, on se servait des usages. Et notamment des usages que l'administration fiscale avait fixés. Des usages par actif et par activité. Matériel 10 ans, matériel d'occasion 5 ans, etc. Non, maintenant non. On peut avoir, pour ceux qui étaient traités de la même façon dans différentes entreprises à l'époque, on peut avoir maintenant eh bien, des tas de traitements différents. Un même matériel pourra être amorti dans une entreprise sur 5 ans, dans l'autre sur 10, dans l'autre sur 15, si chacune d'elles pense l'utiliser 5, 10 ou 15 ans. Donc, vous voyez, ça a quand même apporté des changements importants. Donc, rappelez-vous, maintenant, on se réfère à l'entreprise et non à des usages. Ensuite, nous avons la notion d'amortissement. Alors, c'est une notion qui correspond à la répartition du coût de l'actif, du coût du bien, sur la durée probable d'utilisation. L'amortissement, c'est ça, on dit, ça me coûte ça, et ça, ben, je vais l'utiliser pendant 10 ans. Ben, l'amortissement, la notion d'amortissement, c'est la répartition dans le temps d'utilisation, dans les 10 ans dans l'exemple, du coût de ce bien. Ça, c'est bien entendu des principes classiques, de base. On ne va pas rentrer ici dans le détail. Mais c'est quand même un changement radical par rapport au passé, puisque la durée d'utilisation n'était pas retenue à l'époque. Rappelez-vous, on se basait sur bien sûr des coutumes, mais on était parti sur la durée de vie du bien. La durée de vie du bien. D'accord? Et un bien a une durée de vie qui peut être comparable presque au travers de différentes entreprises. Or, l'utilisation, non. L'utilisation, non. Et donc, on se réfère de plus en plus à l'entreprise. Ensuite, nous avons comme autre notion le plan d'amortissement. Bon, on va dire que cette répartition du coût de l'actif dans le temps d'utilisation se formalise dans un plan d'amortissement que nous étudierons en détail dans quelques minutes. Enfin, un dernier principe de base, c'est que l'amortissement a un caractère obligatoire. Et c'est le Code de commerce qui oblige les entreprises, quel que soit le niveau du résultat, à pratiquer l'amortissement, même si le bénéfice est insuffisant pour absorber cette charge complémentaire. D'accord? C'est une obligation. Il en est de même au plan fiscal. Quelle que soit la déductibilité ou non-déductibilité des amortissements, il y a une obligation de les constater. D'accord? Et puis au plan fiscal, il y a même un principe que vous devez connaître, qui est un principe complémentaire, un principe important, c'est qu'eux exigent, pour que les amortissements soient déductibles, ils exigent le respect d'un minimum d'amortissement. Et ce minimum d'amortissement est égal à l'amortissement linéaire cumulé. D'accord? Il faut faire au moins ça. Alors ça, c'est une règle qui existe depuis très 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 longtemps, mais vous verrez qu'à un moment donné, je vais vous dire que
cette règle a été atténuée et parfois on dit, même s'ils ne le font pas, ça ne fait rien, il n'y aura pas la sanction de l'amortissement non déductible. Mais on va y revenir. Hein. Donc, à défaut, si vous ne respectez pas ce principe de minimum d'amortissement fiscalement déductible, hein, les amortissements sont considérés comme irrégulièrement constatés et ne sont plus déductibles du résultat de l'entreprise et ce de manière définitive. On ne peut plus les récupérer. D'accord ? D'où l'importance de s'assurer. Et justement, avec les modifications qui touchent l'amortissement depuis 2005, on risque d'avoir des amortissements comptables inférieurs, et je vous expliquerai pourquoi et comment, hein, et qui risquent de ne pas atteindre ce minimum fiscal. Et là, c'est très dangereux, parce que si on ne l'atteint pas, ça veut dire qu'ils seront irrégulièrement, et donc irréguliers, et ils ne seront plus déductibles au plan fiscal. Donc des fois, dans certaines occasions, on sera obligé de faire quoi? Parce que la comptabilité, on doit respecter la règle comptable. Ces nouvelles notions de 2005, il faut les respecter. Et puis si l'amortissement qui en découle est moindre, on ne peut pas faire autrement. Ben si, ce qu'on fera, c'est qu'on passera parfois un amortissement dérogatoire uniquement pour pouvoir respecter le minimum fiscal du linéaire cumulé. En fin d'année, on regarde si en linéaire cumulé, en comptabilité, on a bien ça. Grâce au dérogatoire, on y arrivera dans certains cas, sauf la petite aparté que je ferai pour dire dans ce cas-là, ils disent on ferme les yeux. Hein, mais ça, je vous dirai dans un